Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Institut Louis Bachelier, le réseau de recherche partenariale en économie et finance. Je suis Riyad Benlarès, journaliste de l'ILB. Donc, en ce 8 mars, qui est la Journée internationale des femmes, nous allons aborder une problématique à la fois importante et persistante, celle de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. À cette occasion, nous recevons Dominique Meurs, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, qui a publié un ouvrage de synthèse sur ce sujet au mois de novembre dernier, sous l'égide de la chaire Sécurisation des parcours professionnels, dirigée par Pierre Cahuc. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, Pierre, pouvez-vous brièvement nous dire quelques mots sur la chaire et le contexte dans lequel s'inscrit l'ouvrage de Dominique Meurs? Ah, Pierre, vous nous entendez? ah oui. Visiblement, il y a un petit problème technique qui va être Ça y est, résolu. là vous Ah, m'entendez? on vous entend très bien, Pierre. Ok, très bien, bon désolé. Euh, donc oui, tout d'abord, merci Dominique d'avoir régi cet ouvrage pour la collection en sécuriser l'emploi, que je pense que certains d'entre vous connaissent déjà, puisqu'on a publié pratiquement une quarantaine d'ouvrages sur tous les thèmes qui sont liés à l'emploi, à la sécurisation de l'emploi, donc l'assurance chômage, euh, le salaire minimum, mais des choses plus liées aussi au comportement des demandeurs d'emploi, au comportement dans l'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, cet ouvrage, je trouve, complémente très bien l'ensemble des ouvrages qu'on a déjà publiés, qu'on va publier. Euh, Par rapport à l'ensemble des ouvrages dont on peut disposer sur l'égalité homme-femme, sur la place des femmes dans la société, je pense que c'est un ouvrage qui est vraiment très intéressant parce que il fait une très belle synthèse à la fois de la situation sur le marché du travail des femmes, mais aussi de beaucoup de travaux de recherche récents qui apportent un éclairage très intéressant, très important sur les raisons pour lesquelles les femmes sont toujours dans des situations inégalitaires vis-à-vis des hommes sur le marché du travail. Donc voilà. Alors, on va continuer à publier des ouvrages sur des sujets liés au marché du travail. Je vous donne déjà rendez-vous pour le 4 avril pour le prochain ouvrage qui sera publié par Mireille Assouline sur un sujet aussi d'actualité, l'emploi et la transition énergétique. Mais aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Et donc, je laisse la parole à Dominique pour nous présenter le contenu de son ouvrage qui est vraiment, je pense, très intéressant, très facile à lire et en même temps très instructif. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette contribution. Merci Pierre pour ce mot d'introduction. Donc juste de débuter notre entretien avec Dominique Meurs, un petit rappel donc s'impose sur l'inégalité en matière d'égalité des sexes dans les entreprises. Donc depuis les années 2000, il y a une forte inertie constatée dans ce domaine, en dépit de la législation et de l'opinion publique. D'après des chiffres de l'INSEE qui ont été publiés à 3 jours, la rémunération des femmes était encore en moyenne inférieure de 23,5% à celle des hommes dans le secteur privé et de 14,9% à temps de travail égal. Pourtant, d'après le baromètre Équilibre portant sur 27 pays, publié la semaine dernière, la France est numéro 1 sur l'égalité femmes-hommes dans les grandes entreprises et l'index sur l'égalité professionnelle instauré en septembre 2018, calculé par les entreprises, indique des scores relativement élevés. Concrètement, Dominique Meurs, que valent les chiffres récemment publiés faisant de la France un bon élève en matière d'égalité et quid de l'index sur l'égalité professionnelle dont les limites ont été constatées notamment dans un rapport publié hier par le Haut Conseil à l'égalité. Oui, bon, d'abord, merci pour cette invitation, cette occasion de présenter mon ouvrage. Alors, sur cette première question, je pense qu'il ne faut d'abord pas bouder une certaine satisfaction d'avoir plutôt une bonne cote avec les instituts qui évaluent l'égalité professionnelle des grandes entreprises, surtout en ce jour où la liberté d'IVG est inscrite à la Constitution. Donc là, on peut quand même avoir des motifs de réjouissance. Mais soyons sérieux, il ne faut pas avoir un fétichisme des classements. Le vrai motif de réjouissance, c'est qu'en fait, les grandes entreprises font attention à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont très sensibles à ces classements, les mettent en avant, ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui a quand même bougé dans les services des ressources humaines et dans la gestion des ressources humaines dans les grandes entreprises, c'est que c'est un thème qu'elles ne peuvent plus mettre de côté, qui n'est plus mineur. Quant au classement, ils valent ce qu'ils valent, mais ils sont plutôt faits sérieusement. Mais après, il faut effectivement, quand on compare les entreprises entre elles,
l'important, c'est d'avoir un bon indicateur, quelque chose qui permet d'avoir des comparaisons solides scientifiques. Et c'est là que je vais revenir sur l'index qui a été donc mis en place pour les entreprises françaises, avec cette histoire d'un score qui doit être au moins égal à 75%, sinon il y a des pénalités financières. Alors, cet index, d'un côté, c'était une très bonne chose, parce que ça oblige les entreprises à avoir des résultats, de faire attention à ça, et on ne va pas les juger sur leur observation de la loi, on les évalue sur les résultats qu'elles atteignent. Et ça, ce changement de perception, d'obligation pour les entreprises, c'est très bon. En revanche, et on le voit aujourd'hui, il souffre de beaucoup de défauts dans sa conception, cet index. En fait, il est à 75%, c'est très facile à atteindre, vu la façon de le construire. Donc ça, c'était son premier défaut. Et il suppose aussi, et ça, il ne faut pas le négliger, une surcharge de travail pour les ressources humaines, parce que ce n'était pas dans leur cœur de métier de faire ce type d'analyse. Donc, il va être révisé, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce qu'il faut garder cette idée d'obligation de résultat, mais il faut avoir un bon indicateur, sinon ça ne sert strictement à rien. Notons quand même, on a perdu du temps, on a perdu 5 ans, parce que ces questions de conception, de façon de calculer, dès le début, de nombreux chercheurs avaient dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Les statisticiens avaient dit non. Pas mal de grandes entreprises, de branches professionnelles n'étaient pas du tout pour. Donc, on avait sonné l'alerte sur cette mise en place en 2019 sur la manière de compter, que ce n'était pas très efficace. Bon, ça a mis du temps à atteindre, à être réalisé. Donc, on voit ici un très, très bel exemple. Je pense, au-delà de cet index, un très bel exemple d'une nécessaire coopération entre les pouvoirs publics, les entreprises et les chercheurs. On a été quand même beaucoup, Thomas a envoyé des signaux d'alarme sur cet indice pour des défauts qui sont maintenant reconnus aujourd'hui. Et donc là, il y a un problème de dialogue entre les pouvoirs publics, les entreprises et les chercheurs. Peut-être, et là je m'adresse à Pierre, peut-être un problème de manque de confiance dans ce dialogue, de confiance nécessaire dans ce que peuvent apporter les chercheurs. Les chercheurs, ils ne sont pas tous, on n'est pas déconnectés du réel, on fait des choses, et donc là, c'est des compétences qui ont été perdues, on a perdu 5 ans. Mais enfin, si ça s'améliore, c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cet aspect. Donc on attendra la révision de cet index et on reviendra un peu plus tard dans notre entretien sur le dialogue entre les pouvoirs publics, les entreprises et les chercheurs que vous recommandez notamment. Donc malgré ces chiffres qui sont somme toute en trompe-l'œil, l'égalité femmes-hommes depuis les années 2000 progresse assez faiblement. Quelles sont les explications possibles à cette situation d'inertie? Alors oui, pourquoi cette inertie dans ce domaine, une inertie qui n'est pas propre à la France, qui est propre à l'ensemble des pays de l'OCDE. La première observation qu'on peut faire est tout simplement, alors c'est la très forte ségrégation professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'économie. Alors pour cela, je vais résumer avec un seul chiffre un chiffre de la DARES qui me semble extrêmement informatif. Sur les 87 professions recensées, types de professions recensées, la moitié des femmes occupent 10 métiers et la moitié des hommes 17 métiers. C'est-à-dire que la palette des métiers dans lesquels vont les hommes est beaucoup, beaucoup plus large, presque le double, que celle pour les femmes. Et donc déjà, ça offre moins de perspectives. Et donc on va retrouver dans cette ségrégation professionnelle, on va retrouver ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'on va retrouver des femmes majoritaires dans les métiers de service, dans les métiers à temps partiel, les métiers d'aide-soignante, aide à domicile, etc. Et minoritaires dans les carrières
d'ingénieurs, par exemple. Ça, c'est le cas le plus net. Et donc, vous avez cette ségrégation professionnelle qui pèse énormément sur l'égalité quand on observe les chiffres bruts et qui persiste dans le temps. C'est ça peut-être le principal problème de l'inertie, c'est que cette ségrégation, elle bouge un petit peu dans certains domaines. Par exemple, on s'aperçoit qu'en médecine, maintenant, alors que c'était une des professions majoritairement masculines, maintenant, sur les bancs des universités de médecine, la majorité, ce sont des femmes. Donc, à terme, on va avoir un renversement. On a eu aussi des renversements dans la haute fonction publique, dans la magistrature. Maintenant, les magistrats sont des magistrates. Donc, figé. Mais c'est vrai que les changements, surtout en termes de ségrégation professionnelle, prennent du temps et expliquent donc cette inertie. Très bien. Et une autre question, Dominique Meurs, pourquoi avoir centré l'analyse de votre ouvrage sur les entreprises ou autrement dit, quel rôle peut jouer les entreprises dans l'égalité femmes-hommes? J'ai presque envie de répondre par une boutade tirée d'Astérix, quel rapport entre la mer et les poissons? Je veux dire, l'égalité professionnelle, ça se joue d'abord sur le lieu de travail et donc dans l'entreprise. Et on peut penser qu'ici, l'entreprise est un levier fondamental pour faire avancer l'égalité dans l'entreprise elle-même, mais aussi dans la société, parce que il peut y avoir des effets d'entraînement, ça peut faire bouger les mentalités. Et alors, pourquoi l'entreprise, c'est le bon levier? Parce que, ça se voit, on rejoint ce qu'on a dit au début, parce que l'entreprise, elle a directement intérêt à s'afficher comme étant moteur sur cette égalité professionnelle. Un aspect réputation, qui est surtout dans les grandes entreprises, qui est de plus en plus fort. Et puis, il y a un aspect efficacité interne. Ça, on va le décliner sur de multiples champs, mais qui fait que une entreprise qui est juste, égalité, et qui préserve l'égalité entre les salariés, quel que soit d'ailleurs ou leur sexe ou leur origine, ou etc., ça fonctionne mieux que les autres. Donc, alors, dans la question femmes-hommes, le truc, c'est que pour faire avancer l'égalité professionnelle, l'entreprise ne peut plus ignorer les aspects hors travail. C'est là qu'on va voir toutes les questions d'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle, qui en partant de l'entreprise. Ça pourrait partir de la société, mais l'entreprise peut être, je pense, enfin c'est ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, ça va se jouer au niveau des entreprises, parce qu'elles ont intérêt à le faire, elles ne peuvent plus ne pas le faire, et que ça peut faire tache d'huile sur l'ensemble de la société. Ça peut servir de moteur. Très bien. Dans la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures, la proportion des femmes a nettement augmenté depuis les années 80, ce qui s'inscrit dans le bon sens, mais il reste encore des disparités sectorielles, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment l'expliquer? Alors, les disparités sectorielles, oui, on les a déjà mentionnées. Alors, c'est une question un peu complexe. Hein. Pourquoi on a toujours si peu de femmes ingénieurs et tant de femmes dans les métiers de professeurs publics. Hein. Dans le public, vous avez une grosse partie de cadres A qui sont des femmes. Donc, pourquoi ces séparations? Alors, le premier facteur, quand même, dont il faut parler, et qui échappe un petit peu à l'entreprise, c'est l'orientation scolaire qui est très genrée. C'est aujourd'hui le principal problème. Et c'est un point de blocage dans la plupart des pays de l'OCDE d'ailleurs, mais aussi en France, parce que les orientations scolaires dès le lycée vont conditionner beaucoup les orientations scolaires post-bac, donc ce qui va amener à la main-d'œuvre qualifiée, et vont conditionner donc le champ des possibles pour les diplômés bac plus 4 ou les diplômés d'école. Donc c'est un enjeu fondamental. Et là, on voit qu'il y a un point de blocage important,
probablement en raison de normes sociales très fortes. L'expérience qu'on a eue récemment avec la Blanquer qui a été remise, enfin qui a été annulée après, mais il n'y avait plus, où il y avait un choix sur les maths, il n'y avait plus ces histoires de section, ça a tout de suite abouti à une baisse considérable du nombre de filles qui prenaient l'option mathématiques approfondies. Ce qui veut dire que ça leur bloquait le passage en classe prépa et dans les filières d'ingénieurs. Donc finalement, dès la première, ces filles se coupaient de tout un pan des études supérieures. Donc c'est une question de normes sociales. Donc ça c'est très très difficile à faire évoluer, surtout que là on parle d'enfants et de jeunes. Là où la place de la famille est très importante, où c'est effectivement, c'est dur à faire évoluer. Souvenez-vous des ABCD de l'égalité, qui était une tentative d'ouvrir les voies professionnelles aux filles et aux garçons, de donner plus de possibilités aux filles dès l'école primaire, de leur faire envisager des métiers différents. Et ça, donc c'était une initiative de Najat Vallaud-Belkacem, et ça a été complètement fusillé par les familles qui l'ont refusé. Donc là, on a une vraie tension entre l'école et les familles, avec toutes les normes sociales environnantes. Mais de nouveau, je pense que c'est pas figé, ça peut évoluer. Et là encore, on peut penser que les entreprises ou même les associations comme Femmes et Sciences peuvent jouer un très grand rôle pour faire évoluer les mentalités. Alors donc ça, c'est pour le principal facteur, c'est l'orientation scolaire pour cette sous-représentation des femmes. Après, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a la question du recrutement par les entreprises. C'est de second ordre par rapport au premier facteur, mais ça peut exister. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des préjugés explicites ou implicites des recruteurs qui vont décourager le recrutement de femmes dans les métiers masculins ou le recrutement d'hommes dans les métiers féminisés. Ça, certains testings le montrent. Ça existe, mais je pense qu'en fait, c'est la résultante en fait du premier point. C'est-à-dire que s'il y avait plus d'égalité, d'équilibre dans les orientations scolaires, ça rétroagirait certainement sur les recruteurs et sur leur vision des choses. Donc oui, il y a un vrai levier à l'école. Hein. Il y a un vrai levier. Il est à l'école, mais il peut se répercuter sur les préjugés des recrutements. Quand même. Aussi penser que dans les solutions possibles, eh bien, il faut former les recruteurs au biais implicite, et à savoir recruter de façon en ayant conscience de leur biais potentiel. C'est des procédures très bien rodées. D'accord. Et quelles autres solutions politiques pourraient inverser cette situation, notamment sur le premier facteur qui est l'école, hein, l'orientation scolaire genrée? Alors, orientation politique, c'est compliqué, parce que toucher à l'école, c'est compliqué. Mais il y a des expérimentations qui ont été faites, qui ont été à peu de frais et qui ont été extrêmement efficaces. Alors, moi, j'aime beaucoup. C'est l'expérimentation qui a été faite sous l'égide de la Fondation L'Oréal, qui a été faite par Thomas Breda, Julien Grenet et Marion Monet en 2015, qui consistait, mais je trouve ça absolument fabuleux, il consistait à intervenir 1 heure en terminale scientifique, puisqu'à l'époque c'était encore terminale S, pour parler avec les élèves de ce que c'est la vie de scientifique, des carrières possibles, etc. Donc, intervenaient des femmes, uniquement des femmes scientifiques, ou des femmes issues de L'Oréal et qui étaient en RD, donc des scientifiques de chez L'Oréal, et qui parlaient pendant 1 heure avec les lycéens et les lycéennes. C'est tout. Juste leur présenter les carrières, etc. Et il y avait donc un groupe témoin qui n'avait pas droit à cette heure d'intervention. Et à la suite de cette heure, en terminale, ça s'est traduit par une augmentation des inscriptions en classe préparatoire scientifique des filles qui ont assisté à cette heure-là. Donc,
c'est pas grand-chose, hein. Et là, on voit quand même une interaction entre l'entreprise qui a favorisé ce programme et un changement de vue des jeunes filles et des jeunes hommes aussi. Ils ont été aussi plus en classe prépa, qui ont changé leur vue sur ce que ça peut être une carrière scientifique, et que c'est possible, et que c'est intéressant, et que c'est réalisable. Donc ça, je trouve, ça c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et donc d'ailleurs, l'association Femmes et Sciences fait beaucoup dans ce genre-là, et c'est vraiment ça, c'est des initiatives que les pouvoirs publics pourraient encourager, diffuser largement, parce que on voit que ça marche. Enfin, ça a marché sur les terminales scientifiques. Donc, il faudrait peut-être voir à le mettre plutôt en collège. Enfin, il faut voir. Après, il faut faire varier les choses. Et puis, donc sur les orientations scolaires, je pense qu'il y a aussi des politiques publiques mettre en place pour veiller à informer au plus vite tous les jeunes filles et les jeunes femmes sur les possibilités des carrières scientifiques, que ce n'est pas si impossible que ça. Alors, avec l'idée, puisque en fait, on sait ça, que le problème, c'est que moins une filière est féminisée, ou plus exactement, plus une filière est masculinisée, plus ça peut devenir difficile pour les femmes d'y aller. Je pense ici aux écoles d'informatique qui sont à 98% masculines. Ce n'est pas des milieux faciles. De même, réciproquement, pour un homme s'orienter dans des études de sage-femme, ça s'appelle d'ailleurs sage-femme, c'est très, très difficile. Et donc, en fait, ici, il y a des seuils à franchir pour que ça devienne quelque chose d'habituel et que ça ne pose plus problème pour une fille d'aller suivre des cours d'informatique dans un milieu très masculin. Donc, ça demande là certainement une intervention des pouvoirs publics pour s'assurer que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de violence, qu'il n'y ait pas de milieu toxique. Oui, il peut y avoir un cercle vicieux en fait. Si certaines filières sont trop genrées, absolument, ça décourage limite l'autre sexe de pouvoir l'intégrer plus facilement. Donc il faut inverser la pompe, et ça peut passer peut-être par des politiques favorables. Entendu. Maintenant, abordons le sujet de la promotion des femmes aux échelons supérieurs des entreprises, qui s'apparente parfois à un plafond de verre. Quels sont les freins à la promotion des femmes à des postes de direction, sachant que la législation en vigueur, la loi Copé-Zimmermann de 2011, imposait un certain niveau de femmes, une certaine proportion de femmes dans les conseils d'administration notamment. Oui. Alors, effectivement, la question du plafond de verre, c'est une question qui en fait identifie l'histoire que les carrières des femmes tendent à bloquer à un moment. La question du plafond de verre, finalement, l'interprétation a évolué au fil du temps. D'ailleurs, initialement, on mettait plutôt l'accent sur le côté des employeurs, qui avaient une réticence à promouvoir les femmes, ou sur... en fait, c'était plutôt une question de discrimination. On mettait l'accent sur le fait qu'il pouvait y avoir des attitudes discriminatoires des employeurs pour freiner les promotions. Ça a sérieusement évolué maintenant, c'est-à-dire que ce qui paraît comme le facteur majeur, maintenant que les femmes ont rattrapé en termes de niveau de diplôme, de qualification, les hommes, et les ont même dépassés, le facteur majeur de frein aux carrières des femmes, c'est toujours le vieux problème de l'articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Donc, c'est du côté de l'offre de travail, façonnée par les normes sociales, avec donc l'idée que les responsabilités familiales tombent d'abord sur les mères plutôt que sur les pères. Ce qui peut, en rétroaction, nourrir du côté de la demande de travail le biais des managers, souvent masculins,
pour ne pas promouvoir des femmes parce qu'ils anticipent qu'elles vont faire des interruptions de carrière liées à leur maternité. Donc là, on voit se construire un mécanisme alimenté des deux côtés. Donc, et alors, plus on avance dans les recherches et plus on avance dans le siècle, plus on s'aperçoit, ça c'est les analyses de Cleven et Landais, et puis aussi les miennes avec Pierre Porras, que le principal motif, la principale, au total, du revenu salarial. Vous pouvez répéter, Dominique, on n'a pas entendu la dernière phrase, s'il vous plaît. Donc, avec les études avec Pierre Porras et moi-même, la principale responsabilité de l'écart de revenus entre les hommes et les femmes, c'est lié vraiment aux maternités. C'est devenu le principal obstacle. Alors, ce principal obstacle, il joue différemment selon qu'on soit non qualifié ou qualifié. Quand on est non qualifié, c'est là d'ailleurs où c'est le plus... Et ça va se traduire par des sorties du marché du travail très longues, via des congés parentaux, puis prolongés. Pour les très qualifiés, donc, dont on parle ici avec le plafond de verre, ça va se traduire par une petite réduction du temps de travail et surtout les enchaînements de postes moins demandeurs en temps de travail, c'est-à-dire avec moins d'heures supplémentaires, avec moins d'aléas dans les temps à passer, et donc sur des pentes plus douces. Donc, mais c'est le même motif, c'est toujours les histoires d'articulation vie familiale, vie professionnelle qui retombent sur les mères. Ah oui, vous me parliez des quotas aussi, de la Lavoisier-Marmande et tout ça. Oui, ça bouscule quand même un petit peu les choses. Ça fait avancer de façon un peu artificielle, mais ça fait avancer la présence des femmes dans les comités exécutifs, pas encore dans les comités exécutifs, dans les conseils d'administration. Oui. Dans les conseils d'administration, oui, ça fait bien avancer. Malheureusement, avec une forme de plafond de verre au sein des conseils d'administration, ça c'est une étude d'Antoine Rébériou qui montre que les femmes sont bien nommées dans les conseils d'administration, mais elles n'ont pas les plus grandes responsabilités, elles sont cantonnées aux responsabilités les moins importantes dans ces conseils, et de nouveau, on a un écart de rémunération au sein de ces conseils d'administration entre les femmes et les hommes qui fait que refléter le fait qu'elles n'accèdent pas aux plus hautes responsabilités dans le conseil d'administration. Donc le plafond de verre, on l'a aussi dans les conseils d'administration. Bien. Par rapport, s'il y avait plus de femmes dans des postes de direction, cela devrait impliquer davantage d'égalité. Mais dans votre ouvrage, vous avez constaté que ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Enfin, je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. J'ai dit que c'était pas aussi clair que ça, qu'il y avait des évidences dans un sens et dans l'autre. Donc la question, c'est de savoir, donc vous mettez plus de femmes dans les conseils d'administration, est-ce que ça va avoir un impact sur les salariés, hommes et femmes, dans l'entreprise? On trouve, mais pas de façon univoque, c'est que peut-être il y a un petit peu plus de préservation de l'emploi lorsqu'il y a davantage de femmes dans les conseils d'administration. Mais c'est pas, c'est une tendance. C'est pas significatif. Donc. Si, c'est significatif, mais il faudrait vraiment l'étayer avec davantage de recherche pour savoir si c'est vraiment quelque chose solide. Mais ça tend à ça. Quand une femme est à la tête d'une entreprise, là, par contre, ce qu'on retrouve, c'est que ça n'a pas d'effet sur... ça n'a pas beaucoup... PDG. Les femmes, c'est un PDG qui se conduit comme un PDG homme. Enfin bref, on ne voit pas de différence. Quand les niveaux, et là, il y a deux tendances qui sont contraires. Quand votre manager, si vous êtes une femme et que votre manager direct, tout dans les échelons, une femme, c'est peut-être plutôt en votre faveur. Ça va peut-être plutôt jouer. Les études montrent que ça marche plutôt en votre faveur. Quand l'échelon vraiment supérieur est une femme, donc votre supérieur
Le N+1, le N+1 par non, exemple? le N+3 ou 4, hein, Ah oui, d'accord. le top manager. Alors là, vous avez deux effets. Il y en a un qui est très populaire, c'est ce qu'on a dit le Queen Bee Effect, c'est-à-dire la reine des abeilles. Il est possible que la femme qui soit arrivée dans cette position empêche d'autres femmes d'accéder, donc il y a un effet je veux rester la seule à ce poste et j'élimine mes concurrentes. Il y a un autre effet qui va dans l'autre sens, c'est que s'il y a des femmes donc dans les échelons supérieurs hiérarchiques, vous pouvez avoir un effet indirect de changement des attentes des femmes en dessous en se disant c'est possible de monter. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les possibles, c'est-à-dire que ça rend la perspective concrète. Quand il n'y a que des hommes au-dessus de vous, vous n'imaginez pas réaliser la chose. Quand il y a des femmes au-dessus de vous, même si elles peuvent être hostiles, etc., vous pouvez en disant ce poste-là, il n'est pas inaccessible. Donc, ce que je vous dis, c'est ça, c'est que les effets sont certainement global, en moyenne positifs, mais il ne faut pas en attendre ça ne suffira pas. C'est pas tout ce qui suffira. Oh, il faut que je branche ma batterie. 3 secondes. Mon ordinateur qui se plaignait qu'il n'avait plus de jus. C'est bon? C'est bon. D'accord, très bien. Là, on va passer au climat au travail qui semble jouer un rôle important également dans l'inégalité femmes-hommes dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, ça c'est très nouveau, c'est une thématique nouvelle qui a émergé il y a quelques années, de cesser, enfin d'un côté de tout ce qu'on sait sur l'entreprise, les postes, la pénibilité, les horaires, etc., d'y ajouter ce facteur qu'on a trop souvent négligé, qui est et comment ça se passe sur le lieu de travail. Alors là, il y a un ouvrage récent de Babcock, j'espère vraiment qu'il sera traduit en français parce qu'il est très très lisible et il est très informé et il dit plein de choses, qui s'appelle The No Club. Alors ce sont des chercheuses qui se sont rencontrées et qui se sont dit et comment ça se fait que ça tombe toujours sur nous, toutes les corvées de style, organiser un colloque, penser à la pause café, etc. Et elles se sont rendues compte qu'effectivement, sur le lieu de travail, les tâches indispensables, collectives, mais non valorisables dans la carrière, étaient presque systématiquement prises par les femmes. Donc, que ça retombait sur elles, les corvées pour prendre des notes dans une réunion, enfin, ça, vous pouvez trouver assez facilement des exemples. Et donc, alors, comme ce sont des chercheuses, elles ont fait plein d'expérimentations. Et il y en a une que j'aime particulièrement qui montre que lorsque vous faites une expérimentation où vous mettez des gens derrière un ordinateur, 3 hommes et 2 femmes ou 2 hommes et 3 femmes, et ils ont 2 minutes, ils sont séparés et ils ont 2 minutes pour cliquer. Si le premier qui clique, alors s'il ne clique pas, tout le monde reçoit $1. S'il clique, ils reçoivent $1,50 et les autres reçoivent $2. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui se sacrifie pour cliquer, qui sacrifie 50 centimes, et pour que les autres aient leurs $2. Et donc ce qu'elles ont trouvé dans cette expérimentation, c'est que beaucoup plus souvent, c'était une femme qui allait cliquer donc c'est 2 minutes, donc à 1 minute 58 secondes, c'est-à-dire juste à la limite, les femmes allaient plus facilement cliquer que les hommes, parce qu'il y a une sorte de norme sociale qui fait que c'est la femme qui doit se dévouer pour la collectivité, quitte à y perdre quelque chose. Et donc c'est ça qu'elles mettent en évidence dans tout cet ouvrage, c'est que donc on ne parle même pas de violence sexuelle et sexiste, même si ça existe, que c'est important à prendre en compte, on parle simplement du quotidien du travail et du fait que, de façon informelle, pas vraiment dite, on va se retrouver avec des femmes ayant beaucoup plus de tâches collectives à faire que les hommes, et ceci au détriment de leur carrière. Et donc on revient sur cette histoire de plafond de verre, sans même là parler des enfants.
Donc ça c'est un truc qui est important. Et puis maintenant, il y a de plus en plus d'études aussi sur des choses plus lourdes, comme la toxicité, le climat du travail, sur les violences sexistes et sexuelles, etc., qui existent, qui sont importantes et qui ont des rétroactions sur le quotidien au travail des femmes et qui aboutissent certainement, pour une part, à des départs de femmes, donc du turnover, donc de la perte de compétences, un moins bon fonctionnement de l'entreprise. Je veux dire, en dehors des considérations morales, l'entreprise a intérêt à ce que le climat au travail soit bon, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc ça, c'est plus mis en avant, et je pense que ça, c'est un bon progrès, c'est de s'y intéresser et de faire quelque chose, pas seulement de s'y intéresser. Également un levier sur lequel les entreprises doivent jouer pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Absolument, c'est un gros levier dont elles se saisissent beaucoup, dont se saisissent aussi pas mal les partenaires sociaux. Dans les grandes entreprises, souvent ils constituent des comités d'égalité professionnelle. Et alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment focalisé sur les histoires de primes, de promotions, qui sont importantes toujours, mais c'était vraiment sur des sujets standards. Maintenant, dans ces groupes, on parle beaucoup plus de choses comme le climat au travail, la parentalité, la place des pères, etc. Donc, il y a eu une forme de prise de conscience dans les grandes entreprises, dans certaines grandes entreprises, pas toutes. Qui devrait s'élargir à l'ensemble des entreprises. Ouais. Ça devrait se diffuser. En général, ça fait tache d'huile, parce que faut voir que pour les ressources humaines, dans les grandes entreprises, elles sont en réseau, c'est-à-dire elles ne sont pas isolées dans chaque entreprise. Il y a des réseaux de gens spécialistes des ressources humaines qui échangent sur leur expérience, il y a une diffusion de leurs pratiques. Ils se disent nous, on a essayé ça, ça n'a pas marché, etc. Il y a beaucoup de communication transversale entre les grandes entreprises sur ce qu'on peut faire en matière de ressources humaines. Ça, c'est un levier qu'il ne faut pas négliger. Concrètement, comment réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes qui reste encore assez élevé, hein. Comme on le disait en introduction, l'écart salarial à temps de travail égal en 2022 était de 14,5%. Alors, je vais revenir sur un truc qu'on n'a finalement pas suffisamment développé, mais le point clé du 21e siècle, ce sera la conciliation vie familiale, vie professionnelle et comment ça va s'articuler. C'est ma question d'après, justement, mais oui, on peut l'aborder tout de suite, justement, c'est parfait. Elles se rejoignent. C'est lié. On peut dire ça, c'est l'enjeu du 21e siècle. C'est un enjeu d'ailleurs qui a un lien direct avec la fécondité. Ça a été montré par Claudia Goldin. C'est très intéressant, c'est-à-dire que s'il y a un problème d'articulation vie familiale, vie professionnelle, c'est-à-dire qui va s'occuper des enfants, la première réponse des femmes, c'est personne, parce qu'on ne fait pas d'enfants. Plus c'est lourd, plus on va avoir une primauté donnée à l'activité de travail plutôt qu'à la maternité si ce n'est pas conciliable. C'est l'exemple typique en Allemagne, en Italie, en Espagne, une baisse des taux de fécondité qui sont dans les taux de fécondité les plus bas en Europe, ou la Corée du Sud. Il y a exactement le même problème. S'il y a un déséquilibre trop fort de la vie familiale aux dépens des femmes, les femmes ne font plus de vie familiale. C'est assez simple. Donc, c'est le grand enjeu. Et alors ça va être très, très compliqué à gérer parce que on peut répondre, si c'est un problème d'articulation vie familiale, vie professionnelle, mettons en place des structures collectives de garde des enfants, des crèches. Les entreprises pourraient faire beaucoup plus de crèches d'entreprise, elles en font très peu en France. On peut faire ça. Sauf que là, encore, la recherche nous dit « ça ne marche pas ». Il y a eu plein de temps alors ça a été fait pour l'Autriche, ça a été aussi fait par la France, par Pierre Porra. C'est-à-dire si vous ouvrez des crèches, comme ça a été fait avec le programme en France, vous avez plus de places en crèche, vous avez plus de bébés en crèche, mais ça ne change pas le taux de participation des femmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire celles qui travaillaient
elles ont mis leur enfant plutôt à la crèche qu'avec des nourrices ou avec des aides informelles. Et celles qui ne travaillaient pas et qui ne voulaient pas travailler ont continué à ne pas travailler. Donc, l'ouverture des crèches ne conduit pas à une augmentation des taux de participation des femmes. Donc ça, c'est quand même un souci. Alors, bon, ça aide celles qui travaillent. Il ne faut pas non plus dire que c'est inutile, mais ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Alors, la grande piste qui est en train de vraiment prendre de l'ampleur, c'est de se dire, ces enfants, ils ont des pères. Ils n'ont pas que des mères, ils ont des pères. Et donc, en fait, l'articulation vie professionnelle, c'est une question aussi pour les pères. Ce qui amène à la diffusion des congés paternité, donc, qui ont été étendus en France, mais là encore, il faut signaler qu'il y a des entreprises françaises, des grandes entreprises françaises, qui avaient mis déjà en place des congés paternité plus longs pour reconnaître la place des pères dans l'entreprise. Ce qui amène des changements, évidemment, dans la gestion des temps, c'est-à-dire quand le jeune père part à 5 heures pour aller chercher son bébé, il faut que ce soit quelque chose de naturel, qui n'éveille pas particulièrement l'attention en disant bah oui, il a son bébé, il va le chercher, quoi. Ou qu'on ne met pas la réunion trop tard parce qu'il y a ces contraintes. Donc, la piste paternité, dire la prise en compte explicite des paternités par les entreprises, c'est certainement une voie pour réduire notre écart salarial, y compris tout ce que j'ai dit au-dessus, sur les histoires d'orientation scolaire, etc. Mais ça va être long. Ça va être long et difficile, parce que là, on s'attaque aux normes sociales, on s'attaque aux habitudes. Il y a eu déjà des expériences faites en Suède qui ont montré que oui, les pères prenaient les congés paternité, mais ça ne changeait pas trop de choses à la gestion domestique, la répartition des rôles dans la gestion domestique. Donc ça va être compliqué, c'est sûr, mais c'est la seule piste, avec quand même un risque potentiel de développer une autre forme d'inégalité au sein de l'entreprise. Ça sera entre les jeunes parents et les salariés sans enfants. Et donc là, on peut avoir des tensions qui naissent. Alors, ce sera plus lié enfin, ce sera encore très largement lié au sexe parce que ça va mettre du temps. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça pourrait ne plus être lié au sexe, mais juste à la condition de parentalité dans l'entreprise. Bon, enfin, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas encore. Si on a déjà... si on règle déjà un peu sur la question des conciliations, ça serait pas mal. Alors, l'objectif n'est pas de remplacer une inégalité par une autre. Voilà, voilà. Donc il va y avoir encore de la réflexion. Alors évidemment, on peut tout de suite aussi penser au télétravail. J'allais vous poser la question justement, le télétravail, mais apparemment les femmes en font moins que les hommes. Il y a un chiffre qui a été publié cette semaine à ce sujet. Oui, et puis surtout, elles ne font pas le même. Toutes les études, les recherches qui ont été faites avec cette magnifique expérience naturelle du Covid ont montré que le télétravail des femmes est différent du télétravail des hommes, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus haché, dire que, pour caricaturer, les hommes, quand ils télétravaillent, ont souvent une chambre à eux, où ils peuvent s'isoler et ils ne font que télétravailler. Tandis que pour les femmes, ça va être beaucoup de double ou triple journée de travail, c'est-à-dire un travail plus haché dans un bout de cuisine, enfin, avec... c'est caricatural, hein, c'est pas pour tout le monde comme ça, mais il y a quand même eu cette tendance d'une forme de spécialisation dans le télétravail où le télétravail de l'homme est plus respecté, son temps de télétravail est plus continu que celui de la femme où il y a plus d'interruptions en lien avec les tâches domestiques. Par ailleurs, le télétravail, apparemment, mais ça sera confirmé, peut avoir des conséquences négatives sur la santé des hommes et des femmes. Hein. C'est pas la panacée, en fait. Ça évite les temps de trajet, mais ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique et mentale. Bon, c'est à voir comment ça va se développer. D'accord, très
Très bien. Pour conclure, Dominique Meurs, quelles sont vos principales recommandations pour favoriser l'égalité femmes-hommes dans les entreprises? Vous avez évoqué certaines pistes. En introduction, vous avez parlé du dialogue entre entreprises, pouvoir public et chercheurs. Je vous laisse nous en dire plus. C'est difficile de conclure parce qu'effectivement, on est sur des sujets qui sont complexes, qui ont plein de ramifications. À un moment, j'ai décrit comme un sac de nœuds parce qu'effectivement, quand on tire d'un côté, ça part de l'autre. C'est un peu complexe. Je pense qu'il faut concilier un objectif d'égalité professionnelle avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de prise en compte de la situation locale. Une même règle peut être très efficace dans un endroit et absolument sans intérêt dans un autre. Donc, il faut faire très attention aux conditions locales, avec toujours un objectif commun d'égalité professionnelle. Ça, il faut vraiment que ce soit affirmé. Mais ça, je pense qu'on a bien avancé là-dessus dans l'économie. Mais la réalisation, eh ben, il faut être concret, être pratique, être pragmatique, faire des expérimentations avec l'aide de chercheurs, c'est mieux, c'est-à-dire de gens extérieurs qui peuvent faire des protocoles qui soient sérieux et qui permettent donc de donner des vraies informations, sachant qu'il faut prendre du temps. De toute façon, ce sont des choses tellement complexes que ça ne va pas bouger du jour au lendemain. Il faut prendre du temps. Les expérimentations prennent du temps. Il faut accepter ce temps. Que les entreprises sont plus préparées que les politiques à accepter le temps d'expérimentation. C'est des choses sur 1 an ou 2 ans. Donc, il faut, avant de préparer une grosse réforme, ben, il faut se donner du temps de la réflexion. Et là encore, c'est une évidence, mais il faut la redire. Il faut absolument un dialogue avec les partenaires sociaux. Je veux dire, les entreprises qui fonctionnent bien là-dessus, ce sont celles qui ont des comités d'égalité professionnelle qui fonctionnent, dans lesquels les partenaires sociaux dialoguent avec les responsables dans l'entreprise et font remonter les difficultés locales, ont un vrai dialogue pour aboutir à des vraies recommandations qui soient acceptées et qui soient intégrées dans l'entreprise. Donc, je veux dire, c'est assez banal hein, ce que je dis. Un objectif d'égalité, du pragmatisme et du dialogue. Et surtout, oui, être concret. C'est bon, Ça c'est semble pas pas si révolutionnaire. compliqué. Ça semble pas si compliqué, hein. C'est très compliqué, mais c'est pas révolutionnaire. Le de l'égalité professionnelle, il n'est pas pour demain. Merci Dominique pour toutes ces explications. Avant de passer aux questions-réponses avec le chat, Pierre, une première réaction? Oui, ben, merci encore. L'exposé très clair, bien riche. Moi, j'ai beaucoup de questions en fait. Juste un thème que je trouve intéressant dans l'ouvrage, mais qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est sur la place croissante des aidants liée au vieillissement de la population. Dans quelle mesure tu penses que ça va vraiment avoir un impact sur l'égalité professionnelle homme-femme? Que faire dans ce contexte? L'ouvrage en parle un peu, mais voilà, ça va peut-être qu'il y a des choses nouvelles depuis. Et puis aussi, j'avais plein de questions, mais j'en pose une autre, disons 2 autres en vrac, puis après j'arrête. Mais une sur, finalement, on a parlé beaucoup des représentations sociales, du fait que même dès l'école, en fait, les, les différences de trajectoire entre hommes et femmes sont là et commencent à naître. Et on n'a pas du tout parlé du secteur public. Est-ce que c'est très différent entre le secteur privé et le secteur public? Juste en dire un mot ou deux, parce que je pense que c'est quand même important. Il y a presque un quart d'emplois qui est dans le secteur public en France, donc c'est quand même un secteur, c'est non négligeable. Donc juste 2 mots sur ça. Et puis, moi, j'avais l'impression, mon sentiment, alors c'est plus un sentiment vécu, une question sur ce qu'il faut faire, mais on a parlé du fait que les femmes ont des contraintes différentes qui est liée au fait qu'elles sont employées dans des tâches collectives beaucoup plus fréquemment. Et en fait, c'est plus dans le milieu de l'éducation, la recherche, mais moi, j'ai le sentiment, par exemple, que quelque chose qui est très contraignant pour les femmes, c'est de devoir participer à des tâches collectives qui sont
dans lesquels il y a des quotas qui sont requis, par exemple, participer à des jurys de thèse. Donc, les femmes, on leur demande toujours de participer à des jurys de thèse parce que c'est une contrainte un peu, ou alors dès qu'il y a un colloque, il faut leur demander de venir participer, sachant que ce sont des tâches collectives, mais sur lesquelles il y a une contrainte, une pression sociale. Et je me suis toujours demandé si ce n'était pas contre-productif finalement, parce qu'il y a relativement peu de femmes. Donc, comment ça doit être géré? Est-ce qu'il faut changer ces normes? Est-ce que on considère que c'est les générations courantes qui se sacrifient pour les générations futures? Donc, j'aimerais avoir le sentiment pas de sentiment, voilà. Après, il y a beaucoup d'autres questions, mais sur ces 3 points, j'aimerais bien avoir un petit éclairage. Merci beaucoup. Oui, alors je vais commencer par la question des aidants parce qu'elle est encore très très peu explorée, mais elle va exploser. Elle va exploser les prochaines années. C'est-à-dire, si on caricature, on a ces générations de femmes qui ont eu des contraintes familiales à concilier avec leur vie professionnelle pendant 10, 15 ans. Et arrivées en fin de carrière, elles se retrouvent avec leurs parents dépendants à aider. Alors, c'est un problème moins typiquement féminin que l'aide aux enfants, parce qu'en fait, surtout en France, il y a pas mal quand même d'aidants hommes, parce que les parents, ils ont eu des enfants des deux sexes, et des fois, il ne reste qu'un fils, et c'est lui qui va prendre en charge la mère ou le père. Donc ça va être un problème très général de la transition entre la fin de carrière et quand est-ce qu'on prend sa retraite, qu'est-ce qu'on fait, etc., sachant que ça va peser aussi, parce que ce sont des charges familiales extrêmement lourdes, dont on parle très peu. On parle très très peu de ça. Et les aidants informels, dans les premières recherches qui ont été faites, on sait que pour les aidants informels, continuer le travail, c'est plutôt positif pour leur santé mentale. Donc, il y a cet aspect-là. Par contre, c'est très lourd. Et puis, il y a effectivement la date de... On a une contradiction avec le recul de l'âge de la retraite et le fait que votre date de retraite, quand même, va permettre ou non d'aider soit votre conjoint aussi, parce qu'on a des aidants informels sur les conjoints et sur les parents. C'est encore très peu étudié. Il manque beaucoup d'études pour vraiment construire une politique publique qui serait efficace, mais de toute façon, ça va être coûteux. Et il faut ne pas oublier d'aider les aidants informels parce qu'ils ne peuvent pas assumer tout seuls la charge. De même qu'on met en place des structures, des crèches, etc., pour aider les parents, il faudra quand même aussi se soucier de comment la collectivité peut prendre sa part de cette charge sur une population vieillissante. Mais ça c'est un sujet très fort. Je ne vais pas développer parce qu'en fait, on n'a pas encore beaucoup d'informations là-dessus, mais ça va jouer. Sur la fonction publique, alors là, j'en ai pas parlé parce qu'on parle d'entreprise privée, là, mais j'ai fait une recherche avec Laurent Gobillon et Sébastien Roux, et en fait, qu'est-ce qu'on observe? Les mêmes phénomènes dans la fonction publique que dans le secteur privé, c'est-à-dire des plafonds de verre. Alors, ils sont un peu masqués, les plafonds de verre dans la fonction publique, parce que comme il y a une plus forte compression des salaires, eh bien, les écarts sont mécaniquement plus bas entre les hommes et les femmes, et c'est lié juste au fait que la distribution des salaires est beaucoup plus ramassée. Et donc, lorsqu'on tient compte de cette histoire de distribution des salaires, on s'aperçoit que c'est la même chose dans le privé et dans le public. On a toujours des carrières plus plates pour les femmes que pour les hommes, et particulièrement dans l'éducation. Puis on a aussi des inégalités dans la fonction publique entre les femmes et les hommes parce qu'il y a des secteurs très masculins et des secteurs très féminins. Ça va être l'éducation, la santé qui vont être très féminisés. Et ce sont des secteurs où on va avoir des salaires beaucoup plus bas, des rémunérations totales plus basses. Le salaire, c'est le même puisque c'est fondé sur l'indice. Mais les rémunérations totales vont être plus basses parce qu'il va y avoir moins de primes. Les secteurs dans lesquels il y a le moins de primes dans la fonction publique, c'est l'éducation et la santé. Donc ça, c'est réglé, ça permet tout de suite de comprendre les inégalités. Donc oui, la fonction publique traverse à peu près les mêmes problèmes que ceux que j'ai soulignés dans le secteur privé, mais peut-être avec moins de
possibilité de faire bouger les choses. Parce que l'histoire des quotas dans la recherche, le fait qu'il faut effectivement une femme dans un membre du jury, ce qui, pour moi, qui suis professeur, me fait arriver à me poser des questions complètement absurdes quand on me convie à un jury sur l'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai toujours un instant en train de me dire, je suis là au titre du quota ou pas? Avant de réaliser, non, en fait, tu es quand même un petit peu spécialiste de la question reconnue, donc délire pas. Donc, il y a effectivement ce sentiment qu'on nous exploite, mais dire, je ne suis pas sûre que. Enfin, il y a un moment, on peut aussi tout simplement dire non. C'est toujours le no club. La réponse, quand on abuse de vous, c'est de dire non. Et tant pis, le comité, il va chercher quelqu'un d'autre et il finira par trouver. Hein. Même si ça va prendre plus de temps, ça va être plus compliqué. Donc, on peut dire non. Et je pense quand même qu'il y a eu un effet positif de ces quotas. Je pense qu'au total, le bilan est plutôt positif parce que c'est toujours la question des rôles modèles, c'est la question de la mixité des comités, des questions qu'on aborde. Je change un petit peu de sujet, mais c'est quand même un petit peu la même chose. J'ai entendu ce matin que l'Assemblée nationale n'aurait jamais voté la constitutionnalisation de l'IVG s'il n'y avait pas eu tant de femmes parmi l'Assemblée nationale. Ça, c'est venu des quotas. Donc, effectivement, puis il y a plein de recherches qui montrent que dès qu'on met des femmes dans un endroit, ça change quand même la teneur des débats. Et je pense que ça joue aussi pour le fonctionnement universitaire. Donc, oui, c'est une charge pour les premières générations, ça je le reconnais bien, mais elles peuvent dire non. Et les bénéfices, à mon avis, sont positifs. Bon, il y a peut-être des questions dans la salle. Alors il y a une question de Claire Caminade. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques d'entreprise pour favoriser le maintien dans l'emploi des femmes en situation de monoparentalité? Ah, ça, c'est une excellente question. Je n'ai pas d'exemple. Je sais que les entreprises, les entreprises qui sont conscientes des problèmes connaissent les situations de monoparentalité. Et je connais des services des ressources humaines qui prennent en compte ces situations, comme ils prennent en compte des situations de handicap ou de trajet, etc. Donc, les situations personnelles sont souvent très bien connues des RH. Dans les entreprises favorables, qui sont ouvertes à ces sujets, oui, ça va être pris en compte, mais ce n'est pas une politique, ce n'est pas des mesures, c'est plutôt quelle est la position des personnes en charge sur cette question-là. Donc, et je suis sûre par contre qu'il existe d'autres entreprises dans lesquelles on se débarrasse, je pense pour les femmes non qualifiées, de celles qui sont en monoparentalité. Les mauvaises pratiques doivent sûrement exister sur ces femmes en situation de monoparentalité. Mais non, je n'ai pas d'exemple favorable en tête, mais c'est un très bon sujet, effectivement. Il y aura peut-être des recherches sur ce sujet-là spécifiquement dans le futur. Nous allons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Dominique Meurs pour toutes ces explications. Donc, je rappelle la publication de votre ouvrage Les entreprises et l'égalité femmes-hommes aux presses de Sciences Po sous l'égide de la chaire sécurisation professionnelle, des parcours professionnels, pardon. Lecture très intéressante et merci beaucoup pour ce webinaire. Je rappelle que le replay sera disponible dans quelques jours sur le site de l'Institut Louis Bachelier. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site pour voir ou revoir ce replay. Merci Dominique et merci Pierre. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée.